Dans les archives poussiéreuses de la maison de disques Vogue, un ingénieur du son a retrouvé en 1997 une bande magnétique marquée d'un simple numéro, quote 0. Sur cet enregistrement, on entend une voix tremblante qui s'arrête au milieu d'une prise, puis un sanglot étouffé, et enfin les mots d'un producteur exaspéré. Mademoiselle Hardy, si vous ne pouvez pas chanter sans pleurer, nous perdons notre temps et notre argent. Cette bande, cachée pendant plus de 30 ans, révèle ce que personne ne voulait montrer à l'époque. La future icône du yéyé était si paralysée par la timidité qu'elle vomissait avant chaque enregistrement. Les techniciens gardaient un seau dans le studio. Pourtant, 6 mois plus tard, cette même jeune fille terrorisée vendrait plus d'1 million de disques et ferait pleurer toute la France avec Quat 2. Comment une adolescente incapable de regarder les gens dans les yeux a-t-elle conquis un pays entier? Qui l'a poussée sur scène malgré ses crises de panique? Et surtout, quel prix a-t-elle payé pour transformer sa fragilité en armure de glace? L'histoire commence dans un appartement bourgeois du 9e arrondissement de Paris où règne un silence de cathédrale. Nous sommes en 1956 et dans le salon aux rideaux tirés, une fillette de 12 ans nommée Françoise Madeleine Hardy se cache derrière le canapé avec une guitare presque aussi grande qu'elle. Elle gratte les cordes en étouffant le son avec sa paume, car son père, Étienne Hardy, comptable rigide aux tempes grisonnantes, a décrété que la musique était une distraction vulgaire pour les classes inférieures. Cet homme au regard de pierre, qui compte chaque centime dépensé dans des carnets à couverture noire, refuse même d'allumer la radio le dimanche. Il veut que sa fille devienne professeure de mathématiques, comme il l'a décidé le jour de sa naissance. Mais ce que M. Hardy ignore, c'est que sa femme Madeleine, une ancienne vendeuse de parfumerie au sourire triste, glisse en cachette des pièces de monnaie dans la poche de Françoise pour qu'elle puisse acheter des magazines de musique américaine au kiosque de la rue Blanche. Cette complicité secrète entre mère et fille se joue dans les silences, les regards complices, les petits mensonges répétés au père qui ne voit rien parce qu'il ne veut rien voir. Madeleine sait ce que c'est que d'étouffer ses rêves. Elle voulait être chanteuse de cabaret avant de se marier, mais son mari lui a interdit de travailler après la naissance de Françoise. Alors elle transmet à sa fille ce qu'elle n'a pas pu vivre elle-même, comme on passe un flambeau dans l'obscurité. La rupture arrive un soir de février 1958, quand Étienne Hardy découvre sous le lit de sa fille une pile de disques de rock américain. Elvis Presley, Buddy Holly, les Everly Brothers. Il les brise un par un contre le radiateur en fonte, pendant que Françoise, 14 ans, regarde les morceaux de vinyle noir exploser comme des éclats de verre. Elle ne pleure pas. Elle ne dit rien. Elle fixe son père avec des yeux devenus soudainement vides, et quelque chose se casse en elle ce soir-là. Quelque chose qui ne se réparera jamais vraiment. 3 jours plus tard, Étienne Hardy quitte le domicile familial avec une valise et une maîtresse dont personne ne connaissait l'existence. Une secrétaire de son cabinet comptable. Il laisse derrière lui une femme effondrée et une adolescente qui découvre que l'autorité paternelle n'était qu'une façade de carton-pâte. Madeleine doit trouver du travail en urgence. Elle devient caissière dans un grand magasin des Galeries Lafayette, et Françoise se retrouve seule des après-midi entiers dans l'appartement devenu trop grand et trop silencieux. C'est dans cette solitude qu'elle apprend vraiment à jouer de la guitare, des heures et des heures, jusqu'à ce que ses doigts saignent sur les cordes métalliques. Elle ne joue pas pour devenir célèbre, elle joue pour ne pas devenir folle, pour remplir le vide laissé par un père qui a préféré partir plutôt que d'aimer sa famille. Les voisins se plaignent du bruit, mais Madeleine défend sa fille avec une férocité nouvelle. Au lycée, Françoise est l'invisible, celle qui mange seule à la cantine, qui ne lève jamais la main en classe, qui rougit violemment si un professeur l'interroge. Ses camarades la surnomment Ou, et certaines filles cruelles imitent sa démarche raide, ses épaules rentrées, sa façon de regarder le sol en permanence. Elle porte toujours les mêmes vêtements sombres, un pull noir trop grand et une jupe plissée grise, comme si elle voulait disparaître dans les murs.
Mais il y a une fille qui ne se moque pas, une certaine Michel, rousse aux taches de rousseur et au rire tonitruant, qui un jour de récréation s'assoit à côté de Françoise et lui dit simplement « Tu sais, moi aussi, je déteste cet endroit ». Elles deviennent amies par défaut, par nécessité, deux marginales qui se reconnaissent. C'est Michel qui traîne Françoise dans les caves de Saint-Germain-des-Prés en 1960, ces clubs enfumés où des jeunes gens en pull à col roulé noir écoutent du jazz et du folk américain en buvant du mauvais vin rouge dans des verres ébréchés. Françoise reste dans les coins sombres, terrorisée par la foule, mais elle écoute, elle absorbe, elle enregistre tout. Elle voit des filles monter sur scène avec des guitares, chanter des chansons tristes en anglais, et quelque chose s'allume en elle, une petite flamme dangereuse. Et si moi aussi je pouvais? Mais immédiatement après vient la panique, la certitude qu'elle n'est pas assez belle, pas assez forte, pas assez tout. Un soir de novembre 1960, dans un club miteux appelé le Métro, Michel pousse Françoise vers un homme bedonnant au costume froissé qui fume des gauloises sans filtre en regardant les musiciennes d'un œil de boucher évaluant la viande. Il s'appelle Johnny Stark et il se présente comme découvreur de talent, mais tout le monde sait qu'il est surtout un opportuniste qui cherche la prochaine poule aux œufs d'or. Stark regarde Françoise de haut en bas avec un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux, et il lâche. Françoise bafouille qu'elle écrit des chansons, et Stark éclate de rire, un rire gras qui attire les regards. Des chansons? Tout le monde écrit des chansons, ma petite. Ce qui compte, c'est si tu peux les vendre. Il lui tend quand même une carte de visite tachée de cendres, et lui dit de venir à son bureau si elle est sérieuse. Françoise rentre chez elle ce soir-là, avec la carte serrée dans son poing, et elle ne dort pas de la nuit, oscillant entre l'excitation et la terreur. Sa mère la trouve au petit matin assise à la table de la cuisine, les yeux rouges, et Madeleine comprend immédiatement ce qui se passe. Elle prend les mains de sa fille dans les siennes, ses mains abîmées par les années de travail, et elle dit simplement « Code 12 ». 3 semaines plus tard, Françoise Hardy pousse la porte du bureau de Johnny Stark, situé au 3e étage d'un immeuble délabré de la rue de Pontieux. L'endroit sent le tabac froid et le désespoir. Les murs sont couverts d'affiches de chanteuses oubliées, et Stark est au téléphone en train de hurler sur quelqu'un à propos d'argent. Il fait signe à Françoise de s'asseoir sur une chaise bancale, et elle attend 20 minutes en fixant ses chaussures, le cœur battant si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser. Quand Stark raccroche enfin, il allume une nouvelle cigarette et dit « Bon, montre-moi ce que tu as ». Françoise sort sa guitare d'une housse élimée et commence à chanter une chanson qu'elle a écrite. Tous les garçons et les filles. Une mélodie mélancolique sur la solitude des adolescents qui regardent les autres s'aimer sans jamais être choisis eux-mêmes. Sa voix tremble, elle rate des notes, elle transpire tellement que des gouttes coulent dans son dos, mais elle va jusqu'au bout. Quand elle termine, le silence est assourdissant. Stark la regarde avec une expression indéchiffrable, et pendant quelques secondes interminables, Françoise est certaine qu'il va la jeter dehors. Puis il écrase sa cigarette et dit lentement « 15 ». Françoise sent les larmes monter. Elle range sa guitare en tremblant, prête à partir. Mais Stark ajoute « 16 ». Il lui propose un contrat d'1 an avec la maison de disques Vogue, un contrat que Françoise signe sans le lire vraiment, parce qu'elle a 17 ans et qu'elle ne comprend pas le jargon juridique sur les pourcentages et les droits d'auteur. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce contrat lui donne seulement 3% des ventes, alors que Stark et Vogue se partagent le reste. Elle ne sait pas non plus que Stark a déjà prévu de la remplacer si elle ne marche pas dans les 6 mois, parce qu'il a 3 autres filles qui attendent dans l'ombre. Mais pour l'instant, Françoise Hardy flotte sur un nuage fragile. Elle rentre chez elle en courant et annonce à sa mère « Maman, je vais enregistrer un disque !» Madeleine pleure de joie et de peur mélangées, parce qu'elle sait que le monde du spectacle est un piège à loups. Mais elle ne dit rien pour ne pas briser le rêve de sa fille.
Cette nuit-là, Françoise écrit dans son journal intime, un cahier à spirale aux pages cornées, 18. Elle ne sait pas encore qu'elle est sur le point de devenir l'une des voix les plus célèbres de France, ni que cette célébrité va la dévorer de l'intérieur comme un acide lent. Elle ne sait pas que dans quelques mois, des millions de gens vont connaître son nom, mais qu'elle se sentira plus seule que jamais. Les premiers enregistrements en studio sont un cauchemar éveillé. Françoise arrive au studio Vogue de la rue de Villejus en janvier 1962 et elle découvre un univers hostile de techniciens blasés, de musiciens de session qui la regardent avec condescendance et d'un réalisateur artistique nommé Jacques Danjean qui fume la pipe en soupirant bruyamment à chaque erreur. Danjean est un perfectionniste tyrannique qui a travaillé avec les plus grands, et il ne supporte pas l'amateurisme. Quand Françoise rate une prise pour la 5e fois parce que sa voix se brise, il arrache ses écouteurs et lance « Quote 19 ». Les musiciens ricanent, et Françoise sent la pièce tourner autour d'elle. Elle court aux toilettes et vomit, puis elle reste assise par terre sur le carrelage froid pendant 10 minutes, incapable de bouger. C'est une assistante de studio, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux gris, nommée Simone, qui vient la chercher. Simone s'accroupit à côté d'elle et dit doucement « 20 ». Françoise relève la tête, s'essuie la bouche avec du papier toilette et retourne dans le studio avec les jambes qui tremblent. Elle refait la prise, puis une autre, puis encore une autre, jusqu'à ce que Danjean finisse par hocher la tête et dire « Quote 21 ». Le disque Quote 22 sort en mars 1962 et pendant les 2 premières semaines, il ne se passe rien. Les radios ne le passent pas, les disquaires le rangent au fond des bacs et Stark commence à parler de Quote 23. Françoise retourne à sa vie d'étudiante à la Sorbonne, où elle suit des cours de sciences politiques sans vraiment y croire, et elle se dit que son rêve était stupide, qu'elle aurait dû écouter son père et devenir professeure. Mais quelque chose d'étrange se produit. Des adolescents commencent à demander le disque dans les magasins. D'abord un par-ci par-là, puis des dizaines, puis des centaines. Ils disent que cette chanson parle d'eux, de leur solitude, de leur soirée à regarder les autres danser pendant qu'ils restent dans leur coin. Les radios périphériques, comme Europe numéro 1 et Radio Luxembourg, commencent à la passer en fin de soirée, dans les émissions pour les jeunes. Et soudain, en l'espace de quelques semaines, tous les garçons et les filles devient un phénomène. En mai 1962, le disque est numéro 1 des ventes en France et Françoise Hardy, 18 ans, se réveille célèbre sans comprendre comment c'est arrivé. Elle reçoit des centaines de lettres de fans, des filles qui lui écrivent qu'elles se reconnaissent en elle, des garçons qui lui déclarent leur amour, et même des mères qui la remercient d'avoir mis des mots sur la tristesse de leurs enfants. Stark est aux anges, il voit les billets de banque défiler, et il commence déjà à planifier des tournées, des émissions de télévision, des séances photos. Mais Françoise, elle, est paralysée par la peur. Elle ne voulait pas être célèbre, elle voulait juste chanter. La première apparition télévisée est un désastre à peine évité. Nous sommes en juin 1962 et Françoise doit passer dans l'émission Âge tendre et tête de bois, le rendez-vous des jeunes sur la première chaîne. Elle arrive au studio de Buttes-Chaumont avec 2 heures d'avance, tellement angoissée qu'elle a passé la nuit précédente sans dormir. Dans la loge, elle se regarde dans le miroir entouré d'ampoules et elle ne se reconnaît pas. Les maquilleurs lui ont mis du rouge à lèvres rose vif, du fard à paupières bleu et ont gonflé ses cheveux en une sorte de casque laqué qui la fait ressembler à une poupée. Elle a envie de tout effacer, de s'enfuir. Mais Stark est là, dans le couloir, qui fume nerveusement en parlant avec le réalisateur. Quand vient le moment de monter sur scène, Françoise avance comme un automate. Elle prend sa guitare et les projecteurs s'allument, si violents qu'elle est aveuglée. Elle commence à chanter, mais sa voix sort à peine, étouffée par la terreur, et elle rate le premier couplet. Dans la régie, le réalisateur hurle « Coupez! On reprend !» Françoise est au bord des larmes, mais quelque chose en elle refuse de craquer devant tout le monde. Elle respire profondément, ferme les yeux et imagine qu'elle est seule dans sa chambre, comme quand elle chantait pour elle-même.
La deuxième prise est meilleure, et la troisième est parfaite. Quand l'émission est diffusée le samedi soir suivant, 3 millions de téléspectateurs découvrent cette jeune fille étrange, fragile, qui chante avec une tristesse qui serre le cœur. Le standard de la chaîne est saturé d'appels, et du jour au lendemain, Françoise Hardy devient le visage d'une génération. Mais derrière le succès se cache une réalité beaucoup plus sombre. Stark commence à organiser la vie de Françoise comme un général organise une campagne militaire. Tournée dans toute la France, séances photos pour les magazines, enregistrement de nouveaux disques, apparitions publiques, elle n'a plus une minute à elle. Elle dort 4 heures par nuit, elle mange des sandwichs dans les voitures entre 2 rendez-vous, et elle perd 6 kilos en 2 mois. Sa mère s'inquiète, elle supplie Stark de ralentir le rythme, mais il balaie ses objections d'un revers de main. Quote 27. Madeleine n'ose pas insister, parce qu'elle a peur que Stark abandonne Françoise si elle fait des vagues. Et Françoise elle-même n'ose rien dire, parce qu'elle a été élevée dans l'obéissance et qu'elle ne sait pas comment dire non. Elle commence à prendre des cachets pour dormir, puis des cachets pour se réveiller, puis des cachets pour calmer l'anxiété. Et personne ne surveille vraiment ce qu'elle avale. Les médecins de l'époque distribuent les tranquillisants comme des bonbons, surtout aux femmes. Et Françoise découvre que ces petites pilules blanches lui permettent de tenir debout quand tout son corps lui hurle de s'arrêter. C'est le début d'une dépendance qui va durer des années. Mais en 1962, personne ne parle de ces choses-là. On dit juste que les artistes sont quote 28 ou quote 29. En coulisses, une guerre silencieuse commence entre Françoise et les autres stars du yéyé. Il y a Sylvie Vartan, la blonde pétillante qui danse et sourit tout le temps, et qui regarde Françoise avec une condescendance à peine voilée, comme si elle était une amateur qui a eu de la chance. Il y a Sheila, la petite brune aux yeux de biche, qui joue les ingénues, mais qui a des griffes d'acier quand il s'agit de défendre sa place. Et surtout, il y a France Gall, la fille du parolier Robert Gall, qui a les connexions, l'éducation musicale et l'ambition dévorante. France et Françoise se croisent lors d'une émission de télévision en septembre 1962 et l'atmosphère est glaciale. France, 17 ans, regarde Françoise avec un sourire poli et dit « quote 30 ». Le mot « quote 31 » sonne comme une insulte, comme si elle disait « quote 32 ». Françoise ne répond rien. Elle se contente de hocher la tête, mais elle sent la rage monter en elle. Une rage froide qu'elle ne savait pas posséder. Elle se promet silencieusement qu'elle va prouver à toutes ses filles qu'elle n'est pas juste une mode passagère, qu'elle a du talent, qu'elle va durer. Mais au fond d'elle-même, elle n'en est pas sûre du tout. Elle se demande chaque jour si elle n'est pas juste une imposture, une fille ordinaire qui a eu de la chance et qui va être démasquée tôt ou tard. Cette insécurité ne la quittera jamais vraiment, même quand elle sera au sommet. L'automne 1962 marque un tournant inattendu. Françoise est invitée à participer à une émission spéciale sur la nouvelle vague musicale française, et parmi les invités se trouve un homme qui va changer sa vie, Serge Gainsbourg. À 34 ans, Gainsbourg est déjà une légende sulfureuse, un pianiste de bar devenu auteur-compositeur provocateur, connu pour ses textes ambigus et son allure de voyou élégant. Il porte un costume noir froissé, fume des gitanes sans filtre et regarde le monde avec un mélange de cynisme et de tendresse. Quand il voit Françoise dans les coulisses, il s'approche d'elle avec un sourire en coin et dit « Françoise rougit violemment, incapable de soutenir son regard, et Gainsbourg éclate de rire. Un rire rauque qui sent le tabac et l'alcool. Il lui dit qu'il aime sa voix, qu'elle a quelque chose de vrai dans un monde de faux-semblants, et il lui propose d'écrire des chansons pour elle. Françoise est flattée mais méfiante, parce qu'elle a entendu les rumeurs sur Gainsbourg, sur ses conquêtes féminines, sur son caractère impossible, sur ses textes qui frôlent l'obscénité. Elle lui répond poliment qu'elle va y réfléchir, et Gainsbourg hausse les épaules. « Réfléchis, petite, mais n'attends pas trop longtemps.
parce que les occasions ne se présentent qu'une fois. Dans les semaines qui suivent, Gainsbourg envoie à Françoise plusieurs chansons, des textes magnifiques et troublants qui parlent d'amour impossible, de désir inassouvi, de solitude existentielle. Françoise les lit et les relit, fascinée et effrayée à la fois, parce que ces chansons sont trop adultes, trop crues, trop loin de son image de jeune fille sage. Elle en parle à Stark, qui explose. Françoise se range à son avis, elle refuse poliment les chansons de Gainsbourg, et elle continue à enregistrer ses propres compositions, des mélodies douces et mélancoliques qui plaisent au grand public. Mais elle garde les textes de Gainsbourg dans un tiroir, et parfois, la nuit, elle les relit en se demandant ce qui se serait passé si elle avait eu le courage de dire oui. Gainsbourg, de son côté, ne lui en veut pas vraiment. Il comprend qu'elle est prisonnière de son image, et il écrit ses chansons pour d'autres, pour Brigitte Bardot, pour Jane Birkin plus tard. Mais il garde une tendresse particulière pour Françoise, cette petite fille perdue qui aurait pu être sa muse si le monde avait été différent. Leur relation reste amicale, mais distante, teintée de regrets mutuels, et des années plus tard, Françoise dira dans une interview « En décembre 1962, Françoise Hardy donne son premier grand concert à l'Olympia, la salle mythique de Paris où tous les grands noms sont passés. Elle est en deuxième partie de Sacha Distel, et elle est tellement terrorisée qu'elle envisage sérieusement de s'enfuir par la sortie de secours. Dans sa loge, elle tremble de tous ses membres. Elle a déjà vomi 2 fois, et Simone, l'assistante de studio devenue son ange gardien, lui tient la main en lui répétant « Quand vient son tour de monter sur scène », Françoise avance dans le noir, guidée par un machiniste, et elle entend le brouhaha de la salle, 2000 personnes qui attendent, qui jugent, qui peuvent l'acclamer ou la détruire. Les projecteurs s'allument, et pendant une seconde vertigineuse, elle ne voit que des visages flous, des centaines de paires d'yeux braqués sur elle. Elle prend sa guitare, s'assoit sur un tabouret et commence à chanter Côte 39. Sa voix tremble au début, mais au fur et à mesure que la chanson avance, quelque chose de magique se produit. Le public se tait, complètement silencieux, suspendu à chaque note, à chaque mot. Françoise sent cette connexion étrange, presque mystique, entre elle et ses inconnus, comme si sa tristesse résonnait avec la leur, comme si pendant 3 minutes, ils étaient tous ensemble dans la même solitude. Quand elle termine, il y a un instant de silence absolu, puis l'Olympia explose en applaudissements, un tonnerre qui fait trembler les murs. Françoise reste figée sur son tabouret, incapable de bouger, et les larmes coulent sur ses joues sans qu'elle puisse les retenir. Elle salue maladroitement et quitte la scène en courant, et dans les coulisses, elle s'effondre dans les bras de Simone en sanglotant. « Je l'ai fait, je l'ai vraiment fait. » Mais le triomphe a un goût amer. Après le concert, Stark organise une fête dans un restaurant chic des Champs-Élysées, avec des journalistes, des producteurs, des gens importants qui veulent tous parler à la nouvelle star. Françoise est assise au bout de la table, épuisée, le maquillage coulant sur son visage, et elle regarde tous ces gens rire et boire du champagne en parlant d'elle comme si elle n'était pas là. Un producteur bedonnant lui demande si elle a un petit ami, avec un sourire gras qui sous-entend autre chose, et Françoise bafouille qu'elle n'a pas le temps pour ça. Une journaliste de Paris Match lui demande si c'est vrai qu'elle est vierge, et Françoise rougit tellement qu'elle a l'impression que sa tête va exploser. Stark intervient en riant. Mademoiselle Hardy est une jeune fille très sage. Elle se consacre entièrement à sa carrière. Mais le mal est fait. Françoise se sent salie, exposée. Comme si sa vie privée était devenue un produit à vendre. Elle s'excuse et va aux toilettes, où elle reste enfermée pendant 20 minutes, assise sur la cuvette fermée, la tête entre les mains. Elle entend les rires et la musique à travers la porte, et elle se demande si c'est ça, le succès. Cette sensation d'être un animal de cirque qu'on exhibe pour amuser la foule. Elle pense à sa mère, qui dort seule dans leur petit appartement, qui s'inquiète pour elle. Et elle a envie de tout abandonner, de rentrer chez elle, de redevenir invisible. Mais elle sait qu'elle ne peut pas.
Parce que trop de gens dépendent d'elle maintenant. Parce que l'argent qu'elle gagne permet à sa mère de ne plus travailler comme caissière. Parce qu'elle a signé des contrats qu'elle ne peut pas rompre. Elle est piégée dans une cage dorée, et les barreaux se resserrent chaque jour un peu plus. L'année 1963 commence avec une tournée épuisante à travers toute la France. Françoise enchaîne les villes, les salles, les hôtels miteux où les draps sentent l'humidité et où les murs sont si fins qu'elle entend les couples faire l'amour dans les chambres voisines. Elle voyage dans un bus avec les musiciens, des hommes qui la traitent avec un mélange de respect et de condescendance, qui font des blagues grivoises qu'elle ne comprend pas toujours, qui boivent de la bière dès le matin pour tenir le coup. Françoise reste dans son coin. Elle lit des livres de philosophie pour s'évader. Elle écrit des chansons dans un carnet à spirale. Elle regarde le paysage défiler par la fenêtre en se demandant où elle va. Les concerts se ressemblent tous. L'angoisse avant de monter sur scène, les 3 minutes de grâce où elle oublie tout, puis l'épuisement après, quand elle doit sourire et signer des autographes pour des fans qui la touchent, qui tirent sur ses vêtements, qui veulent un morceau d'elle. À Marseille, un garçon lui arrache une mèche de cheveux comme souvenir, et elle sent la douleur aiguë sur son crâne. Mais elle ne dit rien. Elle continue à sourire. À Lyon, une fille lui crache dessus en la traitant de voleuse de petits amis, parce que son copain a une photo de Françoise dans son portefeuille. À Toulouse, un homme d'une 50aine d'années attend à la sortie de la salle et lui propose de l'argent pour quote 43. Et Françoise court se réfugier dans le bus en tremblant. Personne ne la protège vraiment, parce que Stark est toujours ailleurs, en train de négocier le prochain contrat, et les musiciens haussent les épaules en disant que quote 44. C'est pendant cette tournée que Françoise rencontre pour la première fois Jacques Dutronc, un jeune guitariste de 20 ans aux cheveux longs et au regard insolent, qui joue dans un groupe de rock appelé El Toro et les Cyclones. Ils se croisent dans les coulisses d'une salle de concert à Bordeaux, et Dutronc la regarde avec un sourire moqueur en disant « Françoise est vexée ». Elle lui répond sèchement qu'elle ne fait pleurer personne, et Dutronc éclate de rire. « Touché, j'aime bien les filles qui ont du répondant ». Ils commencent à discuter, et Françoise découvre que derrière l'arrogance de Dutronc se cache un garçon intelligent, cultivé, qui lit Sartre et Camus, qui déteste le show business autant qu'elle. Ils passent la soirée à parler de musique, de littérature, de leurs rêves et de leurs peurs. Et pour la première fois depuis des mois, Françoise se sent comprise. Dutronc lui dit qu'il veut devenir chanteur solo, qu'il en a marre de jouer les seconds couteaux. Et Françoise lui répond qu'elle l'aidera si elle peut. Ils échangent leurs numéros de téléphone, et quand ils se séparent à l'aube, Françoise sent quelque chose de nouveau dans sa poitrine. Quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Elle ne sait pas encore que Jacques Dutronc va devenir l'homme de sa vie, son partenaire, son complice, son bourreau et son sauveur à la fois. Elle ne sait pas que leur histoire d'amour va être aussi belle que destructrice, aussi passionnée que toxique. Pour l'instant, elle monte dans le bus qui l'emmène vers la prochaine ville, et elle regarde par la fenêtre en pensant à ce garçon aux yeux verts qui la fait rire pour la première fois depuis longtemps. Mais une question la hante, une question qui ne la quittera jamais vraiment. Est-ce qu'on peut être heureux quand on est célèbre? Ou est-ce que la célébrité tue tout ce qu'elle touche, comme un poison lent qui s'infiltre dans les veines? Dans les archives personnelles de Jacques Dutronc, conservées dans un coffre-fort d'une banque parisienne, se trouve une lettre jamais envoyée, datée du 15 avril 1963. L'encre bleue a bavé par endroits, comme si des gouttes d'eau étaient tombées sur le papier. On peut y lire ces mots. 47. Cette lettre révèle ce que personne ne savait à l'époque. Dutronc était conscient dès le début qu'il allait faire souffrir Françoise, mais il n'a pas eu la force de s'éloigner. Selon les sources proches du couple, il aurait écrit cette lettre après leur première nuit ensemble, dans une chambre d'hôtel de Nice, quand il l'a vue dormir avec un sourire paisible qu'il ne lui connaissait pas. Il a plié la lettre, l'a glissée dans sa poche et ne l'a jamais donnée. Pourquoi un homme qui prétendait aimer une femme a-t-il choisi de la garder près de lui tout en sachant qu'il allait la blesser? Était-ce de l'amour
ou de l'égoïsme déguisé en passion. La relation entre Françoise et Jacques commence comme une danse hésitante entre deux écorchés vifs qui ont peur de se toucher de peur de saigner davantage. Après leur rencontre à Bordeaux, ils se téléphonent presque chaque soir, des conversations qui durent des heures, où ils parlent de tout et de rien, où ils se racontent leurs journées, leurs angoisses, leurs petites victoires. Françoise découvre que Jacques vient d'une famille bourgeoise du 17e arrondissement, que son père est directeur d'une compagnie d'assurance et que lui aussi a grandi dans un environnement étouffant où l'on attendait de lui qu'il devienne quelqu'un de respectable. Mais contrairement à Françoise, Jacques a choisi la rébellion ouverte. Il a quitté le domicile familial à 18 ans, il a vécu dans des chambres de bonne minuscules. Il a survécu en jouant de la guitare dans les bars louches de Pigalle. Il raconte tout ça avec une désinvolture feinte, comme si ça n'avait pas d'importance. Mais Françoise entend la blessure dans sa voix. Cette fêlure qu'il essaie de cacher derrière l'ironie et le cynisme. Elle reconnaît en lui la même solitude que la sienne, le même sentiment d'être un étranger dans un monde qui ne vous comprend pas. Il se donne rendez-vous à Paris en mai 1963 dans un café de Saint-Germain-des-Prés appelé le Flore. Et quand Françoise arrive avec 20 minutes de retard parce qu'elle s'est perdue, Jacques est là, assis à une table du fond, qui fume une cigarette en regardant les passants. Il lève les yeux vers elle, et quelque chose passe entre eux. Une reconnaissance silencieuse, comme si leurs âmes se disaient « Ah, c'est toi. Enfin ». Ils passent l'après-midi à marcher dans Paris, le long de la Seine, à travers les ruelles du Marais, sans but précis, juste pour être ensemble. Jacques parle de ses ambitions. Il veut écrire des chansons qui disent la vérité sur la vie. Pas des bluettes romantiques pour midinette, mais des textes qui parlent de l'absurdité de l'existence, de la solitude des grandes villes, de la difficulté d'être soi-même dans un monde de faux semblants. Françoise l'écoute avec fascination, parce que personne ne lui a jamais parlé comme ça, avec cette intensité, cette urgence. Elle lui confie ses propres doutes, elle lui dit qu'elle se sent comme une imposture, que chaque fois qu'elle monte sur scène, elle a l'impression de mentir, de jouer un rôle qui n'est pas le sien. Jacques s'arrête de marcher, il la regarde droit dans les yeux et dit « Mais c'est exactement ça qui te rend authentique. Les gens sentent ta fragilité, et c'est pour ça qu'ils t'aiment. Tu ne joues pas la comédie, tu es vraiment toi-même, et c'est rare dans ce milieu de requins. » Françoise sent les larmes monter, mais elle les retient, parce qu'elle ne veut pas pleurer devant lui, pas maintenant. Ils s'embrassent pour la première fois sur le pont des Arts, alors que le soleil se couche sur la Seine et que les bateaux-mouches passent en dessous avec leurs touristes qui prennent des photos. C'est un baiser maladroit, hésitant. Mais c'est le premier baiser de Françoise, et elle a l'impression que le monde entier s'arrête de tourner pendant quelques secondes. Jacques murmure contre ses lèvres « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, et ça me terrifie. » Françoise répond « Moi aussi, j'ai peur. » Ils restent enlacés sur le pont jusqu'à ce que la nuit tombe complètement. Et ni l'un ni l'autre ne veut rentrer chez soi. Parce qu'ils savent que dès qu'ils se sépareront, le doute reviendra, la peur de n'avoir été qu'un rêve éphémère. Mais leur histoire d'amour naissante doit rester secrète, parce que Stark a des plans très précis pour l'image de Françoise. Il veut qu'elle reste la jeune fille sage, inaccessible, presque virginale, parce que c'est ce qui fait vendre. Si le public apprend qu'elle a un petit ami, surtout un musicien de rock au look de voyou, l'illusion sera brisée et les ventes de disques risquent de chuter. Stark convoque Françoise dans son bureau en juin 1963 et lui dit sans détour « 52 ». Françoise est révoltée. Elle veut protester, dire que sa vie privée ne regarde personne. Mais les mots restent coincés dans sa gorge, parce qu'elle a été élevée à obéir, à ne pas faire de vagues. Elle hoche la tête en silence, et Stark ajoute avec un sourire satisfait. « Bonne fille, tu verras, dans quelques années, quand tu seras vraiment établie, tu pourras faire ce que tu veux. Mais pour l'instant, on joue le jeu. » Françoise sort du bureau avec une rage froide qui lui brûle la poitrine.
et elle appelle Jacques depuis une cabine téléphonique pour lui raconter. Jacques explose. Ce type te traite comme une pute de luxe qu'il faut garder sous cloche. Tu devrais le virer et trouver quelqu'un qui te respecte. Mais Françoise sait que ce n'est pas si simple. Parce que Stark a un contrat en béton. Parce qu'il contrôle tout. Les enregistrements, les concerts, l'argent. Elle est piégée. Et Jacques le sait aussi. Alors il ravale sa colère et dit simplement 55. Pendant les mois qui suivent, Françoise et Jacques vivent une histoire d'amour clandestine, faite de rendez-vous secrets dans des hôtels discrets, de coups de téléphone chuchotés tard dans la nuit, de lettres échangées sous des pseudonymes. Ils se retrouvent dans des endroits où personne ne les connaît, des petits restaurants de banlieue, des cinémas de quartier où ils s'assoient au fond de la salle et se tiennent la main dans le noir. Françoise découvre avec Jacques une intimité qu'elle n'a jamais connue, une complicité qui va au-delà du désir physique, même si celui-ci est bien présent. Leur première nuit ensemble a lieu dans un hôtel miteux de la porte de Clignancourt, une chambre avec un papier peint défraîchi et un lit qui grince à chaque mouvement. Françoise est terrifiée, parce qu'elle est vierge et qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Mais Jacques est patient, tendre, il prend son temps, il lui murmure des mots doux à l'oreille. Quand c'est fini, Françoise pleure, non pas de tristesse, mais de soulagement. Parce qu'elle a franchi une barrière invisible, parce qu'elle n'est plus la petite fille sage que tout le monde croit connaître. Jacques la serre contre lui et dit 56. Françoise rit à travers ses larmes. 57. Jacques secoue la tête. 58. Mais la double vie a un prix. Françoise commence à mentir à tout le monde. À sa mère qui lui demande pourquoi elle rentre si tard le soir, à Stark qui veut savoir où elle passe ses rares moments de liberté, aux journalistes qui lui posent sans cesse des questions sur sa vie sentimentale. Elle devient experte dans l'art de l'esquive, des réponses vagues, des sourires évasifs. Elle dit qu'elle est trop occupée pour penser à l'amour, qu'elle se consacre entièrement à sa musique, et les journalistes gobent tout parce que ça correspond à l'image qu'ils ont d'elle. Mais à l'intérieur, Françoise se sent de plus en plus coupée en deux, comme si elle était deux personnes différentes. La Françoise hardie publique, sage et mélancolique, et la vraie Françoise, celle qui aime un homme en secret, qui fume des cigarettes en cachette, qui doute de tout. Cette schizophrénie émotionnelle la ronge de l'intérieur. Elle dort de moins en moins, elle prend de plus en plus de cachets pour tenir le coup, et personne ne remarque vraiment qu'elle est en train de craquer. Ou plutôt, les gens remarquent mais ils s'en fichent, parce que tant qu'elle continue à chanter, à sourire devant les caméras, à vendre des disques, tout va bien. L'industrie du spectacle est une machine qui broie les âmes sensibles, et Françoise est en train de se faire broyer sans même s'en rendre compte. En septembre 1963, un événement va bouleverser l'équilibre fragile de sa vie. Françoise est invitée à participer à une émission de télévision spéciale sur la nouvelle génération de chanteurs français, et parmi les invités se trouve France Gall, sa rivale non déclarée. Les deux jeunes femmes ne se sont pas revues depuis leur première rencontre glaciale, et l'atmosphère dans les loges est électrique. France Gall arrive avec une équipe complète. Coiffeuse, maquilleuse, habilleuse, et son père, Robert Gall, qui supervise tout comme un général d'armée. Elle porte une robe courrèges blanche immaculée, ses cheveux sont coiffés à la perfection, et elle rayonne de confiance. Françoise, elle, est arrivée seule, avec sa vieille guitare et un pull noir informe, et elle se sent soudain minable, insignifiante. France vient la saluer avec un sourire éclatant et dit « Côte 59 ». Le mot « Côte 60 » sonne comme une condamnation, comme si elle disait « Côte 61 » ou « Côte 62 ». Françoise marmonne un remerciement et s'enferme dans sa loge, où elle reste assise devant le miroir en se demandant ce qu'elle fait là. Elle entend France répéter dans la loge voisine, sa voix claire et puissante qui monte sans effort, et elle se dit qu'elle ne sera jamais à la hauteur, qu'elle devrait abandonner maintenant avant d'être humiliée publiquement. Mais quelque chose d'inattendu se produit pendant l'émission. Quand vient le tour de Françoise de chanter, elle monte sur scène avec sa guitare, elle s'assoit sur un tabouret,
et elle interprète une nouvelle chanson qu'elle a écrite, Le temps de l'amour, une ballade douce amère sur la fugacité du bonheur. Sa voix est fragile, presque cassée par endroits, mais elle chante avec une sincérité déchirante, et le public est suspendu à ses lèvres. Quand elle termine, il y a un silence, puis des applaudissements nourris, et même France Gall, dans les coulisses, doit admettre que c'était magnifique. Après l'émission, un homme s'approche de Françoise, un Américain d'une trentaine d'années au sourire chaleureux, qui se présente comme Milton Nascimento, producteur de disques basé à New York. Il lui dit qu'il a été bouleversé par sa performance, qu'elle a un talent rare, et qu'il aimerait travailler avec elle pour une tournée aux États-Unis. Françoise est abasourdie. Elle ne pensait pas que sa musique pouvait intéresser quelqu'un au-delà des frontières françaises, et elle bafouille qu'elle va en parler à son manager. Nascimento lui donne sa carte et dit « Ne tardez pas trop, le monde est prêt à vous découvrir, mademoiselle Hardy. » Quand Françoise raconte ça à Stark, il est aux anges. Il voit déjà les dollars affluer. Et il commence immédiatement à planifier une tournée américaine pour le printemps 1964. Mais Françoise, elle, est terrifiée à l'idée de quitter la France, de s'éloigner de Jacques, de se retrouver seule dans un pays étranger où elle ne connaît personne. Elle appelle Jacques en pleurant et il lui dit « Vas-y, c'est une chance incroyable. Je serai là quand tu reviendras. » Mais tous les deux savent que rien ne sera plus pareil après. Les préparatifs pour la tournée américaine occupent tout l'automne et l'hiver 1963. Françoise doit prendre des cours d'anglais intensifs parce qu'elle ne parle pratiquement pas la langue, et elle passe des heures avec une professeure sévère qui la corrige sans cesse sur sa prononciation. Elle doit aussi renouveler sa garde-robe parce que Stark veut qu'elle ait un look plus moderne, plus américain, et il l'emmène chez des couturiers qui lui font essayer des dizaines de robes, de pantalons, de vestes. Françoise déteste tout ça. Elle se sent comme une poupée qu'on habille et déshabille, mais elle ne dit rien. Elle se laisse faire. Elle voit Jacques de moins en moins, parce qu'elle n'a plus une minute à elle. Et quand ils arrivent à se voir, ils sont tous les deux épuisés, tendus, et ils se disputent pour des broutilles. Jacques lui reproche de se laisser manipuler par Stark, de ne pas défendre ses propres choix. Et Françoise lui répond qu'il ne comprend pas la pression qu'elle subit, qu'il est facile de critiquer quand on n'a pas de responsabilité. Leur dispute se termine toujours de la même façon. Ils se réconcilient au lit, ils se jurent qu'ils s'aiment, qu'ils vont tenir le coup, mais le doute s'installe, insidieux, comme une fissure dans un mur qui s'élargit lentement. Françoise commence à se demander si leur amour est assez fort pour survivre à la distance, aux tentations, aux pressions extérieures. Elle écrit dans son journal intime « J'ai peur de perdre Jacques. J'ai peur de me perdre moi-même. J'ai peur de tout, tout le temps. Et je ne sais pas comment arrêter d'avoir peur. » En février 1964, Françoise s'envole pour New York, accompagnée de Stark et d'un guitariste de session nommé André. C'est son premier voyage en avion, et elle est malade de peur pendant tout le trajet, agrippée aux accoudoirs, les yeux fermés, priant pour que l'avion ne s'écrase pas. Quand ils atterrissent à l'aéroport Kennedy, Françoise découvre un monde complètement différent de tout ce qu'elle connaît. Des buildings immenses qui touchent le ciel, des voitures énormes qui klaxonnent sans arrêt, des gens qui marchent vite en parlant fort, une énergie frénétique qui la submerge. Elle se sent minuscule, perdue, et elle regrette immédiatement d'être venue. Ils logent dans un hôtel de Manhattan, et Françoise passe la première nuit enfermée dans sa chambre, incapable de dormir à cause du bruit de la rue, des sirènes de police, des klaxons. Elle appelle Jacques depuis le téléphone de la chambre, mais il n'est pas chez lui, et elle raccroche en se sentant encore plus seule. Le lendemain, elle doit donner une interview pour un magazine musical américain, et le journaliste, un type arrogant qui mâche du chewing-gum, lui pose des questions stupides sur la mode française, sur les garçons français, sur ce qu'elle pense des Beatles. Françoise répond en anglais approximatif. Elle bafouille, elle cherche ses mots, et elle voit bien que le journaliste s'ennuie, qu'il la trouve insignifiante.
L'article qui sort quelques jours plus tard est condescendant. Il la décrit comme quote 67 et Françoise est humiliée. Elle se demande ce qu'elle fait là, pourquoi elle a accepté de venir, et elle a envie de prendre le premier avion pour rentrer à Paris. Mais quelque chose d'extraordinaire va se produire lors de son premier concert à New York, dans une petite salle de Greenwich Village appelée The Bitter End. La salle est à moitié vide. Il n'y a qu'une cinquantaine de personnes, des étudiants, des artistes, des marginaux qui viennent écouter de la musique folk. Françoise monte sur scène avec sa guitare et elle commence à chanter en français, parce qu'elle refuse de massacrer ses chansons en anglais. Au début, le public est perplexe. Ils ne comprennent pas les paroles. Mais au fur et à mesure que le concert avance, quelque chose de magique se produit. Ils sont captivés par sa voix, par son intensité, par cette tristesse universelle qui transcende les barrières de la langue. À la fin du concert, ils se lèvent pour l'applaudir, et certains ont les larmes aux yeux. Un jeune homme aux cheveux bouclés s'approche d'elle après le spectacle et dit dans un français hésitant « Quote 68 ». Françoise est bouleversée. Elle réalise que sa musique peut toucher les gens même s'ils ne comprennent pas les mots, parce que l'émotion est universelle. Cette nuit-là, elle écrit une longue lettre à Jacques où elle lui raconte tout, et elle termine en disant « Quote 69 ». Elle poste la lettre le lendemain matin et elle attend sa réponse avec impatience, mais les jours passent et Jacques ne répond pas. Françoise commence à s'inquiéter. Elle l'appelle plusieurs fois, mais il n'est jamais là. Et elle se demande s'il l'a oublié, s'il a rencontré quelqu'un d'autre, si leur histoire est déjà terminée. La vérité est plus compliquée. Jacques, resté à Paris, est en train de vivre sa propre révolution. Il a signé un contrat avec une maison de disques, il enregistre son premier album solo et il est complètement absorbé par son travail. Il pense à Françoise constamment, mais il ne sait pas comment lui dire qu'il est en train de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a peut-être moins besoin d'elle qu'avant. Il a rencontré des gens nouveaux, des musiciens, des producteurs, des filles qui tournent autour de lui maintenant qu'il commence à être connu, et même s'il ne les touche pas, il sent la tentation, la possibilité d'une autre vie. Il se déteste pour ça, mais il ne peut pas s'en empêcher. Quand il reçoit enfin la lettre de Françoise, il la lit et la relit, et il pleure, parce qu'il réalise qu'il est en train de la perdre, non pas à cause de la distance, mais à cause de sa propre lâcheté. Il lui écrit une réponse, mais il la déchire, parce qu'il ne sait pas quoi dire, comment expliquer ce qu'il ressent. Alors il ne dit rien, et le silence s'installe entre eux. Un silence qui va durer des semaines, et qui va creuser un fossé de plus en plus profond. Françoise, de son côté, interprète ce silence comme un abandon, et elle se referme sur elle-même. Elle se concentre sur sa tournée, sur ses concerts, et elle essaie de ne pas penser à Jacques, même si c'est impossible. Elle se demande si l'amour est toujours comme ça, fait de malentendus, de silences, de blessures non dites. Elle se demande si elle ne serait pas mieux seule, sans personne pour la décevoir, pour la faire souffrir. Mais au fond d'elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas vivre sans amour, même si cet amour la détruit à petit feu. En mars 1964, un événement va changer la trajectoire de la carrière de Françoise de manière inattendue. Elle est invitée à une soirée privée dans un loft de Soho, organisée par des artistes et des musiciens de la scène underground new-yorkaise. Françoise ne veut pas y aller, elle est fatiguée, déprimée, mais Stark insiste. Il dit que c'est important pour son image, qu'elle doit se montrer, se faire des contacts. Elle accepte à contre-cœur, et elle arrive à la soirée vêtue d'une simple robe noire, sans maquillage, les cheveux détachés. La pièce est enfumée, remplie de gens qui parlent fort, qui boivent, qui rient, et Françoise se réfugie dans un coin avec un verre de vin qu'elle ne boit pas. C'est là qu'un homme s'approche d'elle, un type maigre, aux cheveux frisés, au regard intense, qui porte un blouson de cuir et des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Il se présente. Quote 70. Françoise ne connaît pas vraiment son nom. Elle a vaguement entendu parler de lui, comme d'un chanteur folk prometteur, mais elle ne mesure pas encore l'importance de cette rencontre.
Dylan lui dit qu'il a assisté à son concert au Bitter End, qu'il a été fasciné par sa voix, par sa présence, et qu'il aimerait écrire une chanson pour elle. Françoise est flattée, mais sceptique. Elle se demande si c'est une technique de drague, mais Dylan semble sincère. Il passe une partie de la soirée à discuter de musique, de poésie, de la difficulté d'être artiste dans un monde qui ne comprend rien à l'art. Dylan lui parle de ses propres doutes, de sa peur de ne pas être à la hauteur, et Françoise se reconnaît en lui. Quand ils se séparent à la fin de la soirée, Dylan lui dit « 71 ». Françoise rentre à son hôtel avec un sentiment étrange, un mélange d'excitation et de confusion, et elle se demande si cette rencontre va mener quelque part ou si ce n'était qu'un moment éphémère dans une ville qui ne dort jamais. Quelques semaines plus tard, Dylan envoie à Françoise une cassette avec une chanson qu'il a écrite pour elle. Une ballade mélancolique intitulée « 72 ». Françoise écoute la chanson dans sa chambre d'hôtel et elle est bouleversée par la beauté des paroles, par la tendresse qui s'en dégage. Elle comprend que Dylan a vu en elle quelque chose qu'elle ne voyait pas elle-même, une force cachée sous la fragilité, une lumière dans l'obscurité. Elle veut enregistrer la chanson, mais Stark refuse catégoriquement. Il dit que Dylan est trop underground, trop controversé, que ça va nuire à son image. Françoise est furieuse. Elle se dispute violemment avec Stark pour la première fois. Elle lui dit qu'elle en a marre d'être traitée comme une marionnette, qu'elle veut avoir son mot à dire sur sa propre carrière. Stark la regarde avec un mélange de surprise et de mépris, et il dit froidement « Tu n'es rien sans moi, petite. Tu étais une fille timide qui chantait dans sa chambre, et c'est moi qui t'ai transformée en star. Si tu veux me quitter, vas-y, mais tu verras que personne d'autre ne voudra de toi. » Ces mots frappent Françoise comme une gifle, et elle réalise à quel point elle est prisonnière de cet homme, de ce système. Elle ne dit plus rien, elle ravale sa rage, et elle range la cassette de Dylan dans sa valise, comme un trésor secret qu'elle garde pour elle seule. Des années plus tard, quand Dylan deviendra une légende mondiale, Françoise regrettera amèrement de ne pas avoir enregistré cette chanson. Mais en 1964, elle n'a pas le courage de se battre. Elle est trop jeune, trop fragile, trop conditionnée à obéir. Et cette soumission va la hanter pendant des décennies, comme un fantôme qui lui murmure à l'oreille. Quote 74. Dans un carnet à couverture de cuir rouge, retrouvé dans les affaires personnelles de Françoise Hardy après sa disparition de la scène publique en 2022, figure une liste manuscrite datée du 8 juillet 1965. Le titre, souligné 3 fois, Quote 75. On peut y lire, Quote 76. En bas de page, une phrase ajoutée d'une encre différente, probablement des années plus tard. Et surtout, j'ai perdu la fille que j'étais avant que tout le monde sache mon nom. Ce document, jamais publié de son vivant, révèle l'ampleur du prix qu'elle a payé pour sa gloire. Selon les témoignages de son entourage proche, Françoise aurait commencé à tenir ce journal intime après son retour d'Amérique, quand elle a réalisé que sa vie ne lui appartenait plus vraiment. Chaque soir, elle notait ce qu'elle avait perdu dans la journée. Un moment de solitude volé par un photographe, une conversation sincère, impossible à cause des oreilles indiscrètes, un sourire forcé devant des gens qu'elle détestait. Pourquoi une femme au sommet de sa carrière tenait-elle la comptabilité de ses pertes plutôt que de ses victoires? Était-ce un appel au secours silencieux, ou simplement la lucidité cruelle de quelqu'un qui voyait la cage se refermer? Après cette interview, Françoise disparaît vraiment de la scène publique. Elle s'installe dans une maison à la campagne, loin de Paris, où elle passe ses journées à lire, à jardiner, à écouter de la musique. Jacques vient la voir régulièrement, ils passent des après-midi ensemble à se remémorer le passé, à rire de leurs anciennes disputes, à se demander comment ils ont fait pour tenir si longtemps. Thomas vient aussi avec ses propres enfants, et Françoise découvre les joies simples d'être grand-mère, de transmettre des histoires, de voir la vie continuer à travers les générations. Elle écrit encore dans son journal intime, mais maintenant, ses textes sont plus apaisés,
moins tourmentée, comme si elle avait enfin fait la paix avec elle-même. L'héritage de Françoise Hardy est complexe et multiforme. Elle a été une pionnière du yéyé, une icône de style qui a influencé la mode pendant des décennies, une auteure-compositrice-interprète qui a ouvert la voie à d'autres femmes dans un milieu dominé par les hommes. Mais au-delà de ses accomplissements objectifs, son véritable héritage est peut-être plus subtil. Elle a montré qu'on pouvait être fragile et forte à la fois, qu'on pouvait douter de soi et continuer quand même, qu'on pouvait être célèbre sans perdre son âme. Elle a incarné une forme de mélancolie élégante, une tristesse assumée qui résonnait avec des millions de gens qui se sentaient eux aussi inadaptés au monde. Elle a prouvé que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse mais une force, que montrer ses failles pouvait créer une connexion plus profonde avec les autres que de prétendre être parfait. Johnny Stark, l'homme qui l'a découverte et exploitée pendant des années, a fini sa vie dans l'oubli et l'amertume. Après que Françoise ait rompu leur contrat en 1969, il a essayé de lancer d'autres artistes, mais aucun n'a eu le succès de Françoise. Il est décédé en 1999, seul dans un appartement miteux, sans que personne ne remarque vraiment sa disparition. Françoise a appris sa mort par les journaux et elle a ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Elle a compris que Stark avait été à la fois son bourreau et son tremplin, qu'il l'avait exploitée, mais qu'il lui avait aussi donné sa chance, et que sans lui, elle serait peut-être restée une fille timide qui chantait dans sa chambre. La vie est rarement manichéenne, et les gens sont rarement entièrement bons ou entièrement mauvais. France Gall, sa rivale des années 60, a suivi un chemin très différent. Après son triomphe à l'Eurovision, elle a connu une carrière brillante mais tragique, marquée par la mort prématurée de son mari Michel Berger et de leur fille. Elle s'est retirée de la scène en 1997 et est décédée en 2018. Françoise et France ne se sont jamais vraiment réconciliées, mais elles se sont respectées de loin, reconnaissant chacune le talent de l'autre. Lors des funérailles de France Gall, Françoise a envoyé une couronne de fleurs avec un mot simple. Pour la fille qui a eu le courage que je n'avais pas, avec respect et tristesse. Ce geste discret résume bien la complexité de leur relation. Une rivalité teintée d'admiration mutuelle, une compétition qui n'a jamais vraiment eu de gagnante parce que chacune a payé un prix terrible pour sa gloire. Serge Gainsbourg, l'homme qui avait vu en elle un potentiel qu'elle-même ne voyait pas, est décédé en 1991, laissant derrière lui une œuvre immense et controversée. Françoise a assisté à ses funérailles, et elle a pleuré pour cet homme brillant et torturé, qui aurait pu être son mentor si elle avait eu le courage d'accepter ses chansons. Elle a gardé précieusement les textes qu'il lui avait écrits, et parfois, tard dans la nuit, elle les chante pour elle-même, imaginant ce qui aurait pu être si elle avait fait des choix différents. Mais elle sait aussi que les regrets sont inutiles, que la vie est faite de portes qu'on ouvre et de portes qu'on laisse fermer, et qu'on ne peut pas revenir en arrière. Alors, amis, que pensez-vous de Françoise Hardy? Était-elle une victime du système impitoyable du show-business, une jeune fille fragile broyée par une machine qui ne fait pas de cadeaux? Ou était-elle une survivante courageuse qui a réussi à préserver son intégrité artistique malgré toutes les pressions? A-t-elle eu raison de rester avec Jacques Dutronc pendant toutes ces années, malgré ses infidélités? Ou aurait-elle dû avoir le courage de partir et de chercher un amour plus sain? Et surtout, reconnaissez-vous en elle quelque chose de vous-même? Cette difficulté à s'accepter, cette peur constante de ne pas être à la hauteur, cette solitude au milieu de la foule? Écrivez-nous dans les commentaires ce que Françoise Hardy représente pour vous, si sa musique vous a accompagné dans des moments importants de votre vie, si vous vous souvenez d'elle dans votre ville, dans votre jeunesse. Mettez un like si cette histoire vous a touché, et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres destins extraordinaires de ces artistes qui ont marqué notre mémoire collective. Parce qu'au fond, l'histoire de Françoise Hardy est peut-être l'histoire de nous tous. La quête impossible d'être aimé tout en restant soi-même. La lutte pour préserver son authenticité dans un monde qui nous pousse constamment à porter des masques. Et cette quête, même si elle n'aboutit jamais vraiment, est peut-être ce qui nous rend humains.